Anya, il y a quelques instants, a évoqué le manifeste du Parti socialiste européen qui doit être adopté ce week-end, donc il va vous falloir encore patienter quelques jours. Je sais que c'est difficile, mais avant de pouvoir le lire, ce week-end, il y aura un autre événement au-delà de l'adoption de ce manifeste, c'est que France va devenir plus officiellement encore, on va dire, le mot qui est utilisé, ce mot horrible en France, qui est le Spitzenkandidat, c'est rare qu'un mot allemand réussisse à s'imposer comme ça dans le débat public. Et Anne Muxel, tout à l'heure, disait qu'il était important, pour retrouver le sens de l'Europe, que les citoyens comprennent mieux, notamment les enjeux politiques et institutionnels. Et ma première question va être en fait une question très simple. Tu vas donc être le Spitzenkandidat. Qu'est-ce que le Spitzenkandidat? C'est une question qui paraît très simple, mais qui n'est pas si simple. Je suis le candidat de la famille socialiste pour devenir le prochain président de la Commission européenne. Ça veut dire qu'on va essayer de chercher une majorité au Parlement européen après l'élection, une majorité pour soutenir ma candidature pour devenir président de la Commission européenne. Ça veut donc dire qu'il y a un lien entre les élections au Parlement européen et la présidence de la Commission européenne. Parce que pour ceux qui sont les plus éminents spécialistes des questions communautaires, il y a eu une avancée dans le dernier traité, puisque le président de la Commission doit être choisi, je parle sous ton contrôle, en tenant compte du résultat des élections. La question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire... Je le dis parce que, comme tu le sais, y compris dans notre pays, il peut y avoir des divergences d'interprétation, parfois y compris au plus haut sommet de l'État, sur le sens de cette formule. Oui, je connais un certain chef d'État qui n'est pas d'accord avec ça. Je le connais très bien depuis très longtemps, mais c'est pour donner un rôle plus fort au Parlement européen. Parce que le traité dit qu'il y aura une décision du Conseil européen après consultation du Parlement européen. Ça veut dire quoi? Qu'on demande gentiment au Parlement qu'est-ce que vous voulez, et puis on s'en fout complètement et on fait ce qu'on veut? Ou est-ce qu'on prend au sérieux le Parlement européen et on respecte le fait qu'elle aura besoin d'une majorité au Parlement européen pour faire fonctionner la Commission? Parce qu'après la nomination, l'élection du président de la Commission, il devra y avoir une commission, une investiture, et là, le Parlement européen peut carrément refuser le soutien à la Commission européenne. Et je sais depuis 2014, je sais que sans le soutien du Parlement européen, nous, à la Commission, on ne fait rien du tout, hein, rien du tout. Et tout ce qu'on a pu faire, c'est parce qu'on a trouvé une majorité au Parlement européen. Et j'insiste sur le plan Juncker. Il s'appelle le plan Juncker. Pourquoi est-ce qu'il y a le plan Juncker? Parce que les socialistes, tout à fait au début du mandat de cette commission, ont exigé un plan d'investissement. Ce ne sont pas les conservateurs, ce ne sont pas l'autre, ce sont les socialistes qui ont insisté sur cela. Donc ça, c'est la façon dont on peut donner un mandat vraiment politique à la Commission européenne et établir une relation étroite avec les représentants des citoyens européens qui sont les membres du Parlement européen. Oui, j'ajoute juste d'un mot, c'est évidemment, c'est important au sens où ça renforce le lien entre la Commission et le Parlement et ça donne davantage de pouvoir au Parlement européen. Ça donne aussi et d'abord davantage de pouvoir aux citoyens européens qui, le jour du vote, ne choisissent pas seulement, ce qui est déjà beaucoup, leurs parlementaires européens, mais pèsent aussi sur le choix de la direction de la Commission. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cette disposition avait été adoptée. Mais je crois que c'est très important de commencer par ça. C'est très important parce que tu es là comme Spitzenkandidat, mais parce que ça va être aussi un des enjeux, y compris un des enjeux dans le débat français, de savoir quelle est l'importance réelle de ce choix du vote du 29 mai. Peut-être une deuxième question avant de vous passer la parole en revenant sur le débat précédent.
sachant que si tu souhaites aussi réagir sur le premier débat sur l'environnement ou le deuxième débat sur l'économie, évidemment, libre à toi de le faire. Si la crise de la démocratie n'est pas seulement une crise de la démocratie de l'Europe, mais une crise de la démocratie en Europe, une des missions qui était les tiennes, comme vice-président de la Commission, était de veiller au respect des règles. Et quand je dis les règles, je ne parle pas seulement, et en l'occurrence pas du tout même des règles économiques, mais des règles démocratiques. Et on a vu aussi, on mesure que quand c'est ça le sujet, la situation évidemment est plus sensible encore que lorsqu'il s'agit de déficit budgétaire et que c'est difficile pour les institutions communautaires de trouver la bonne distance. Avec l'expérience, quel regard tu portes sur à la fois ce que sont nos institutions et la manière dont la Commission a réagi? Oui, je crois que les sujets abordés ce soir sont liés. Pourquoi le parti de M. Kaczynski a gagné les élections en Pologne? Parce que le gouvernement précédent avait complètement négligé la question sociale. Le PiS, le parti de M. Kaczynski, n'a pas gagné les élections en disant on va mettre sous contrôle les juges, on va mettre sous contrôle la presse, on va créer un système de soutien de nos hommes et femmes politiques à travers de l'économie. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit seulement on va créer la justice sociale. Et donc, si on néglige cette question pour des raisons qu'en plus on défend en disant c'est l'Europe qui le veut. Et on ne doit pas être étonné qu'alors après, l'électorat qui n'est pas content se tourne contre l'Europe. Deuxièmement, on est en train de redéfinir la démocratie. On a de plus en plus une définition de plus en plus étroite de ce qu'est la démocratie. Et maintenant, on l'a réduit en disant la démocratie, c'est aller aux urnes, et puis celui qui a la majorité fait ce qu'il veut. Donc, ce que nous avons appris après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la démocratie libérale, ouverte, ne peut qu'exister si elle montre un respect pour l'état de droit et pour les droits fondamentaux. Mais ce qu'ils font en Hongrie, en Pologne, c'est d'utiliser l'argument d'une majorité pour dire on a la majorité, donc on raconte aux juges ce qu'ils doivent faire. On a la majorité, donc on a le droit de contrôler les médias. On a la majorité, donc on a le droit d'approprier l'économie et de dire au secteur privé ce qu'ils doivent faire. Et l'argument est toujours le même. J'ai eu un grand débat avec le gouvernement hongrois hier au sein du Conseil, et c'est toujours l'argument. Ils me disent vous êtes un horrible bureaucrate européen. Nous, on a été élus à 3 fois avec une grande majorité, et on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais ça va à l'encontre de l'idée de l'Europe. L'idée de l'Europe, on est à l'échelle européenne, on est un continent de minorités. Donc, le respect des minorités dans nos États membres, mais aussi à l'échelle européenne, est un élément essentiel de la construction européenne. Donc, le droit et l'état de droit ne peuvent pas être abîmés simplement en disant c'est la majorité qui le veut. Le modèle illibéral, c'est une invention, non pas de M. Orban, son maître, son professeur, c'était M. Poutine. Et j'ai travaillé en Russie à l'époque. Quel était l'accord faustien qu'il a proposé à la population russe? Il leur a dit, vous souffrez du chaos. Vous voyez, la démocratie, ça prend le chaos, ça apporte le chaos. Vous souffrez aussi de l'économie de marché. Vous avez tout perdu, c'est à cause de ça, du capitalisme. Je vous fais une proposition. Je vous donne, vous avez peur du futur, vous êtes tous dans l'insécurité. Je vous garantis la sécurité. Mais il y a un prix à payer. Sécurité, liberté, ça ne va pas ensemble.
Donc, une partie de vos libertés, vous les rendez à moi, et moi, je vous assure la sécurité. Pour lui, ça a fonctionné. Et c'est la même proposition faite par M. Orban. Mais pour gagner des élections sur cette base, on doit créer une atmosphère de peur constante dans la société. Et en Europe, la peur, ça vient d'où? Ça vient de la peur de l'autre. Et l'autre, c'est qui? Tout d'abord, c'est toujours le juif. C'est pas par hasard que l'antisémitisme est en croissance partout. C'est pas par hasard. Ça fait partie de ce système de créer un sentiment de peur dans une société, parce que des gens qui ont peur donnent tout à celui, ou à celle, mais c'est surtout celui, qui promet d'enlever cette peur. Et ça, pour l'Europe, quand on connaît un petit peu notre histoire, c'est quand même un danger existentiel. Et c'est dans ce contexte que nous que nous avons le devoir de défendre la démocratie. Ça va au cœur de la construction européenne. Parce qu'on est dans un endroit très spécial, c'est ici, en 1905, qu'il y a eu un débat sur le socialisme avec Jean Jaurès, en fait, ici. Et j'ai vu le nom Jean Jaurès tout le temps que j'étais là, et il y avait cette chanson de Jacques Brel dans ma tête, pourquoi ont-ils tué Jaurès? C'est même la question qu'on doit affronter aujourd'hui. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi est-ce que ceux qui sont censés de voir les bénéfices d'une politique sociale se tournent contre ceux qui sont en mesure d'apporter cette politique sociale? D'où vient cette haine? C'est quand même une question qu'on doit affronter, et c'est une question qu'on doit affronter avec beaucoup d'autocritique. C'est nous qui avons perdu l'électorat. Et on a un devoir très important de proposer, de faire une proposition qui donne de l'espoir, sans être irréaliste. Et les propositions que j'ai entendues ici ce soir nous offrent cette possibilité. Par ailleurs, le SMIC en Allemagne, c'est à cause du SPD, hein, c'est une exigence de notre parti. Merkel ne voulait pas, hein, ça a été imposé par nous. Donc, je ferai cette proposition samedi à Madrid. Je veux un salaire minimum partout en Europe. Parce que c'est le premier pas, tout d'abord, pour mettre terme à la réalité que pas mal de jeunes gens en Europe travaillent pour 3 ou 4 euros à l'heure. Hein. Si on a un salaire minimum, c'est plus possible. Et puis, à partir du salaire minimum, mais je suis à votre disposition pour penser les systèmes et pour développer des systèmes, à partir de ce système, on aura un lien entre le salaire moyen, le salaire minimum, et puis la sécurité sociale. Et puis, à partir de cela, on peut bâtir un système de sécurité sociale à l'échelle européenne. C'est une défense européenne qui fait la défense après que la défense nationale ne fonctionne plus. C'est comme ça que je le vois. C'est une expression de la solidarité à l'échelle européenne. Et là, je suis exactement du même avis qu'Olaf Scholz, qui a développé ça. Pour un Allemand, ce n'est pas évident. Ce ne sont pas des transferts sans règles. C'est une solidarité pour éviter une disruption économique ou sociale dans un pays qui affectera l'Union en tant que telle, tous les pays membres. Donc, la solidarité, ce n'est pas l'altruisme. Il y a toujours un élément d'intérêt propre dans la solidarité. Nous, en tant que social-démocrates, on devrait le savoir. Et l'intérêt propre, là, pour créer une assurance à l'échelle européenne, c'est d'aider, de garder une certaine stabilité sociale et économique en Union européenne. Et là, je crois qu'on peut petit à petit convaincre nos amis des autres partis.